Un des premiers policiers à arriver sur les lieux a été le sergent Alain Ouellette. Quand je l'ai vu, c'est pour moi, c'était évident qu'elle était morte. Il y en avait partout du sang sur elle. Fait que moi, j'ai passé par-dessus pour continuer à sécuriser. C'est là, à ce moment-là, qu'elle a réagi. Qu'elle a eu un renouement, quelque chose. Puis là, j'ai fait le saut, j'ai fait un sursaut. Puis on est allé à ce moment-là, on a tout de suite appelé les ambulanciers. Annie est rapidement transportée à l'hôpital général. Placée dans le service de traumatologie, elle va rester dans le coma pendant plusieurs jours. Quand elle se réveille, elle ne peut plus parler. Un des coups portés à la tête l'a rendue muette. La rééducation sera longue et pénible. Ça a pris au moins 1 an ou 2 environ avec de la physio, puis pas de la physio, des exercices. L'orthophonie. Là. Toutes tes émotions, ça a pris beaucoup de temps avant que ça sorte. Je pense que c'est quand il a été finalement incarcéré à vie. Là, Après le procès, c'est là que tu as eu un soulagement. Oui, c'est ça. Ce n'est que 10 mois après les événements que Tran et ses complices sont arrêtés puis accusés. Des complices mineurs qui ont écopé de 3 ans de garde fermée, qui ont livré des témoignages très incriminants contre Tran lors de son procès, lui attribuant les meurtres. Mais le témoignage qui semble avoir été le plus important, c'est celui d'Annie Pellerin, la survivante du carnage. La justice a été rendue, finalement. Je suis bien contente. C'est 2 ans et demi de ma vie qui étaient toujours sur un fil. J'étais jamais vraiment bien. Maintenant, je pense que je vais pouvoir me sentir un peu plus comme moi, je suis. Moi, je crois que si on aurait été... si le même crime s'aurait produit aux États-Unis, lui aurait été pour vrai à vie, je pense. Mais, au Canada, on est très... Généreux, ouais. C'est le mot gentil que tu peux trouver? Ouais. T'aurais le goût d'en dire des mots plus difficiles, plus durs? Peut-être ou... Peut-être. Peut-être ou assurément. Tran a été condamné à la prison à vie, sans liberté possible avant 25 ans. Il s'en sortira sans dommage. Malgré tout, il s'agit d'une peine légère, comparativement à ce que doit vivre Annie, sa victime. Elle va devoir vivre avec les conséquences de ses blessures. À cause du coup qu'elle a reçu sur la tête, Annie a perdu une partie de sa vision. Mais je crois que ce qui me dérange le plus, c'est que je peux pas conduire une voiture. Alors, moi, je suis en campagne. En campagne, puis en campagne, pas de voiture. Tu as tout le temps besoin de quelqu'un pour te conduire. Ça, je pense que c'est plus ça qui me dérange. Hein. Aujourd'hui, est-ce que tu as de la colère? Est-ce que tu as le goût de... Non, je pense que faut se faire une raison, puis continuer quand même à vivre, puis penser le moins possible. Là. Donc, tu as repris tes études. Oui. Tu reprends le sourire. Ah oui. C'était une fille qui riait avant? Ben oui. Tu ris autant. Penses-tu qu'un jour, tu vas pouvoir, pas oublier, mais à tout le moins mettre de côté ce qui t'est arrivé dans ce resto? C'est déjà fait. Là. Je mets beaucoup ce qui se passait de côté, puis je fais la place à ce qui s'en vient. Là. Annie Pellerin a décidé de dire pleinement oui à l'avenir et à la vie. Il ne lui aura fallu que quelques années pour retrouver son équilibre. Ce n'est pas le cas de Marc Drouin, un gardien de pénitencier à la conduite héroïque. Atteint d'une balle à la tête au cours d'une évasion, l'ancien gardien trouve qu'il a été traité de façon scandaleuse par l'administration pénitentiaire. Le 7 février 1978, Michel Roy, directeur de l'Institut Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, est abattu de plusieurs balles de revolver devant son domicile. Le meurtre est une vengeance en réponse à une décision disciplinaire prise à l'intérieur du pénitencier. Toujours en 1978, le mardi 11 juillet, au pénitencier fédéral Saint-Vincent-de-Paul à Laval,
Marc Drouin et plusieurs de ses collègues ont dû faire face à ces risques du métier. Au cours d'une évasion, un gardien a été tué. 3 autres, dont Marc Drouin, ont été blessés. Marc Drouin a reçu une balle de revolver dans la tête. Nous le savons, les victimes d'actes criminels sont souvent confrontées à des lois et à des règlements qui ne les aident pas dans leur réhabilitation. Le cas de Marc Drouin est plus étrange. Ce sont ses propres patrons qui lui ont créé des problèmes. Son cas est vraiment pathétique. Il montre à quel point les rouages de la machine administrative peuvent broyer des êtres humains. Pendant plus de 20 ans, Marc Drouin et sa femme Linda ont vécu un véritable enfer. Ils se sont sentis trahis, bafoués par des gens et un système qui, normalement, aurait dû les aider et les comprendre. Le couple avait enfoui au fond d'un garde-robe, dans une boîte, souvenirs, photos, documents, tout ce qui représentait le drame affreux qu'ils vivaient. Maintenant, pour nous, ils ont choisi d'ouvrir cette fameuse porte. Michel, je t'ai apporté des photos pour te montrer l'âge qu'on avait 1 an à peu près avant l'accident de Marc. Ça, c'est l'âge qu'on avait quand Marc a été tiré. On avait 22 ans. On avait toute la vie devant nous, là. C'était en 1977. Marc Drouin était alors un jeune gardien de prison. 1 an plus tard, en juillet 1978, une évasion meurtrière allait bouleverser sa vie. C'est le plus vieux pénitencier fédéral au Canada. Dans le temps, il était qualifié de pénitencier à sécurité super maximale. Puis toutes les populations, tous les détenus qui fonctionnaient pas dans les autres institutions, ben ils nous les envoyaient, puis nous autres, on avait comme travail de les faire fonctionner ici. Donc les faiseurs de troubles, c'était ici qu'ils atterrissaient. C'est ça. Il y a 24 ans, il est arrivé probablement l'événement qui a changé ma vie. Et puis le pire, c'est que ça a commencé comme la plus belle journée de ma vie. Il faisait beau soleil, à peu près comme aujourd'hui. Fait que, il était 1h15, le dîner venait de se terminer, les activités reprenaient à l'intérieur du pénitencier. Soudain, Marc Drouin voit arriver vers lui un groupe de 5 détenus. Il y a là un tueur à gages, des hommes très dangereux, des gens violents. Jean Lachapelle, Jacques Massé, Pierre Vincent, André Chartrand et Ghislain Godet. Marc Drouin sent que quelque chose d'anormal se passe. Fait que moi, quand je te vois arriver, cette gang-là de monsieur assez pesant, merci, je me présente à la porte, là, je dis « OK, messieurs, 3 à la fois seulement ». Fait que j'ouvre la porte. En même temps que j'ouvre la porte, il s'empare des barreaux, puis là, il rouvre la porte. Puis là, ben, il y en a un qui dit « On va voir pour voir si on va rentrer un 3 ». Puis là, ça s'est tout engouffré dans le vestibule à l'intérieur. Il y avait un guichet qui s'ouvrait ici. Massé tout de suite a rentré le bras avec le revolver puis s'est mis à tirer sur le gardien qui était là, qui s'est écroulé par terre. Jacques Massé a tiré avec un revolver de petit calibre, un Colt 25. Le gardien blessé s'appelle Richard Rolland. Il survivra à ses blessures. Moi, pendant ce temps-là, ben, il y a 3 détenus qui m'ont empoigné, qui m'ont amené quand même assez vigoureusement jusqu'au mur ici. Puis ils m'ont accoté sur le mur avec des pics à la gorge, au cœur. Ils m'ont arraché mes clés. Là, ils m'ont viré puis ils m'ont amené vers la porte qui mène à l'administration. Cette porte-là ici n'était pas fermée. La porte qui fermait, c'était celle-là ici. Là, la sécurité, c'était ici. C'était tout barré partout, là. Oh, oui, c'est ça. La porte donne sur le couloir des bureaux de l'administration. Les bandits entrent dans le grand corridor. Ils laissent aller Marc Drouin sans surveillance. Le jeune homme va alors tenter d'aller avertir les gardiens de la porte principale. Ça fait pas tellement normalement, ça fait pas mal à la course, parce qu'on veut se diriger vers la fameuse porte principale, tandis que les détenus sont en train de vider les bureaux, puis eux s'en viennent plus lentement que nous. Lorsqu'on se présente ici, évidemment, ici, il y a la fameuse autre porte électrique avec le grillage qui nous empêche de passer. C'est ici qu'on perd le plus de temps. Le temps de débloquer la porte électrique, il est déjà trop tard. Les bandits poussant les otages devant eux ont rejoint Marc Drouin. Celui-ci est en bas de l'escalier en compagnie de Guy Fournier, un autre gardien. Une bousculade a lieu dans l'escalier. Un des otages